Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine pour un nouveau thème. Nouveau thème qui cette semaine a été demandé par quelqu'un de spécial, une de mes consoeurs, pour qui j'ai énormément d'estime et ça me fait du coup extrêmement plaisir de parler de cette thématique qui en plus résonne énormément avec mon propre parcours, autant en tant que patient qu'en tant que professionnel, mais je vous raconte tout ça dans la vidéo. Donc le thème de cette semaine, c'est finalement la question de la chaleur et de la complicité en thérapie de la part du thérapeute. Donc on va vraiment se demander si la posture du thérapeute est favorable finalement à ce genre de chaleur humaine, de spontanéité, de complicité, parfois de rire, finalement de qualité humaine. Parce qu'en fait, les psys reçoivent énormément d'injonctions, plus ou moins implicites, notamment autour de la notion de neutralité bienveillante, qui en fait favorise une distance pour éviter, pour protéger, ça c'est le discours qu'on entend beaucoup en tant qu'étudiant en psychologie, pour protéger d'un risque de copinage, d'un risque de perdre la puissance thérapeutique s'il y a trop de familiarité, par risque de rendre dépendant, mais tout ça, on en parle aussi dans la vidéo. Finalement, le premier paradoxe, c'est que le psy va recevoir des injonctions, mais pas que des injonctions, c'est même des injonctions paradoxales. C'est ce qu'on appelle en psychologie des injonctions paradoxales, c'est-à-dire que peu importe ce que la personne va faire, de toute façon, ça ne va pas être bon. Parce qu'il y a deux consignes contradictoires que la personne reçoit en même temps. Et c'est le cas des psychologues, puisque les psychologues entendent beaucoup, donc il faut pas être trop proche de son patient, des fois on entend même qu'il faut pas le toucher, même pour faire une poignée de main, c'est pas bon, et on nous explique pas vraiment pourquoi, c'est assez fumeux, les explications. Mais en même temps, on entend aussi en tant que thérapeute qu'il faut être accordé à son patient, c'est-à-dire bien connecté, au plus proche des émotions et des ressentis du patient, parce qu'on en a besoin pour travailler. Finalement, quelque part, il faudrait lui prendre la main sur son chemin, son cheminement, mais symboliquement, surtout pas en vrai. Et ça, on nous explique pas trop comment on fait cette espèce de tambouille de on doit être distant, je le dis comme ça très caricaturalement, mais en même temps il faut être proche. Et on pourrait se dire que toutes ces précautions prises par rapport à une forme de familiarité, de complicité, de proximité, ça permettrait de préserver aussi quelque chose de très important qui est la valeur d'autonomie, d'autonomisation du patient, le fait de le rendre actif dans son travail, de ne pas créer comme ça de la passivité où finalement c'est que le thérapeute qui va devoir travailler parce que ça ne fonctionne pas quand ça marche comme ça. On peut aussi imaginer que ça pourrait vraiment préserver du risque que le patient devienne dépendant du thérapeute. Mais en fait, on va voir que c'est un petit peu tout l'inverse. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais le plus grave là-dedans, selon moi, c'est que finalement, ça crée une confusion qui fait croire que la chaleur humaine serait dangereuse parce qu'elle empêcherait quelque chose. Mais quoi? Le libre arbitre? L'autonomisation? L'indépendance, l'esprit critique, ça c'est ce qu'on entend, ou c'est ce qu'on peut entendre en tout cas, en tant que thérapeute, qu'il faut vraiment faire attention à ne pas être trop proche de son patient parce que ça pourrait empêcher cette autonomisation, cette indépendance, cet esprit critique, etc. Mais moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que finalement, si ça c'est vrai, pourquoi on ferait pas pareil avec les enfants? Pourquoi ce serait pas dangereux pour les enfants? Ça n'a pas de sens d'un point de vue développemental de rester distant pour laisser un enfant devenir autonome. Il y a une juste distance par contre, ça c'est vrai. Si on est trop proche, c'est problématique, si on est trop loin, c'est problématique aussi. Donc on retrouve cette espèce d'entre-deux que peut-être au niveau universitaire, on essaye de nous faire passer ce message-là, mais je trouve qu'on le fait passer très mal si c'est le cas. Parce que au lieu de parler d'une juste distance et de décrire à quoi ça ressemble, cette juste distance, ben on nous donne une sorte d'injonction paradoxale sans vraiment pouvoir s'en saisir et comprendre concrètement, de manière pratique, ce qu'on en fait. D'un point de vue personnel, cette chaleur dans la thérapie, moi j'ai d'abord pu l'expérimenter, et d'ailleurs j'en suis grandement reconnaissante, au sein de ma propre thérapie. J'étais encore en études de psychologie à ce moment-là, et je me souviens que j'avais eu des pensées quand j'ai vu ma psy commencer à se rapprocher un petit peu, des pensées type oula, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment professionnel? Je me suis même il y avait même une pensée qui m'avait traversée en mode mais en fait finalement ça se trouve je connais pas ma thérapeute, ça se trouve c'est une charlatane. Le poids des injonctions qu'on met sur les petites épaules des psychologues. Et en plus, quand bien même je voyais bien que en fait je taffais super bien avec cette psy, bien plus qu'avec les autres thérapeutes que j'avais pu rencontrer jusque-là,
j'avais quand même ces pensées qui me traversaient, ces doutes. Et en fait, j'ai d'abord vu qu'elle faisait la bise et des accolades à d'autres patients pour dire bonjour, au revoir. Moi, à ce moment-là, j'étais encore à la poignée de main et au vouvoiement. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas super sain aussi de faire ça. Enfin, voilà, j'étais perdue, quoi. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir passer au tutoiement de manière fluide et naturelle, j'ai envie de dire. Et de mémoire, les câlins pour dire bonjour et au revoir, ils sont venus assez rapidement après. Et en fait, ça a été un rituel pendant les 10 ans restants de thérapie que j'ai fait avec elle, et c'était très enrichissant. Moi, ça m'a permis d'avoir un espace où expérimenter finalement des câlins contenants, sans arrière pensée ou sans choses sous-jacentes au lien. Il n'y avait pas de... C'était finalement un câlin presque pur, c'est jamais pur à 100%, mais plus proche d'une pureté comme ça, de contact humain. J'ai même envie de dire de contact mammifère, quelque chose de très simple en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces câlins-là, ils disaient déjà bien souvent des choses sur la séance à venir et ou les mouvements transférentiels qui pouvaient circuler, tout en offrant des espaces de mini-réparation sur la durée, parce que à l'échelle de la thérapie, mais aussi pendant finalement ces petits moments d'accolade. Aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je tutoie la plupart de mes patients, mais pas tous. Je fais des câlins à certains patients à certains moments, mais pas avec tout le monde, pas tout le temps, et surtout pas n'importe comment. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo, alors reste jusqu'à la fin parce qu'elle pourrait t'inspirer, te questionner, voire te permettre peut-être de sortir de certaines injonctions qui ne mettent pas tant en danger la déontologie que ce qu'on peut parfois nous faire croire. Historiquement, la psychanalyse freudienne, elle s'est construite autour du principe de neutralité bienveillante, entre autres. C'est un concept qui visait à faire du thérapeute un miroir neutre pour permettre au patient de projeter ses contenus inconscients de manière libre ou la plus libre possible. Le silence du psy, sa position en retrait, même j'ai envie de dire physiquement dans le lieu de consultation, le patient était allongé sur un divan, le psychanalyste était assis souvent retourné, donc dos au patient, hors du champ visuel du patient. Le patient n'avait pas non plus un visuel sur le thérapeute, ou en tout cas peut-être son dos, ou ses cheveux qui dépassaient du fauteuil. Mais tout ça visait théoriquement à faciliter le transfert, à créer une situation quasi onirique, ce qu'on appelle d'association libre, où le patient pouvait se raconter sans être perturbé par une présence trop humaine. Cette posture, elle était aussi une manière d'éviter toute suggestion ou influence sur le discours du patient dans un souci de non-directivité, mais alors vraiment poussé à l'extrême. Et ça, on va comprendre pourquoi, en fait, c'était... parce que ça s'explique très bien, pourquoi c'était mis en place de cette façon-là. Ce qui était à la base une stratégie clinique réfléchie, dans un certain cadre théorique qui était très scientifique, c'est finalement peu à peu transformé en normes rigides, souvent vidées de son sens. C'est pour ça que en études de psychologie, on nous donne toutes ces injonctions, mais on les réfléchit pas. On ne donne pas d'arguments de pourquoi vraiment c'est comme ça, à quoi ça sert dans le processus thérapeutique, quel est l'impact chez le patient, quel est l'impact chez le thérapeute, quel est l'impact dans la relation thérapeute-patient, ce qui est 3 choses différentes. Et finalement, cette neutralité, elle est devenue une règle au lieu d'une posture ajustée, réfléchie, et vraiment déontologique et éthique. Donc résultat, des générations entières de psychologues ont appris à se méfier de leurs émotions, de leur spontanéité, de leur humanité, même dans l'espace thérapeutique, alors que on rappelle que l'espace thérapeutique, c'est quand même un espace qui est censé permettre au patient de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à sa spontanéité et de se reconnecter à son humanité. Là, je le fais très caricatural, mais il y a quand même de ça. Donc ça pose un peu question quand le thérapeute, il n'y a plus accès lui-même parce que il est pris par des injonctions comme ça. Et en plus, il y a comme une sacralisation de la distance, perçue un peu comme un gage de sérieux, de professionnalisme, de fiabilité, avec cet effet un peu scientifique aussi, comme cerise sur le gâteau, et tout ça, même si ça désincarne parfois, souvent, la relation. Donc pour expliquer pourquoi ça s'est fait comme ça, faut pas oublier que la naissance de la psychothérapie, elle s'est faite dans un contexte très académique, très hiérarchisé, et dans une recherche, dans une quête de rendre vraiment scientifique toute cette approche pour qu'elle soit homologuée quelque part, qu'elle soit accréditée comme valable. Il y avait vraiment cette volonté de rendre ce champ d'études scientifique. Le psy, souvent masculin à l'époque, devait être savant, neutre, au-dessus de la mêlée, et c'est ce modèle qui s'est imposé en fait comme une marche à suivre. Il fallait surtout ne pas être trop affecté, trop mou.
ou trop dynamique, trop émotionnel, trop sensible. Enfin, c'était des qualités qui n'étaient pas considérées comme assez scientifiques, pas assez sérieuses, pas assez fiables et donc pas professionnelles. Cette vision, elle a largement contribué à délégitimer la tendresse, l'émotion partagée, le rire, la spontanéité, toute forme de spontanéité pourtant profondément humaine et thérapeutique. Et en fait, ce glissement historique a généré une confusion entre la solidité du cadre thérapeutique, l'éthique, la sécurité, les repères, etc., et une rigidité émotionnelle qui finalement est devenue contre-productive. Il y a beaucoup de jeunes professionnels qui se retrouvent coincés dans des injonctions paradoxales, dans des injonctions contradictoires. Soyez chaleureux mais pas trop, soyez vous-même mais pas trop non plus, etc. Enfin, on s'en sort pas. Aujourd'hui encore, dans beaucoup de formations, surtout universitaires, donc comme je le disais, ces injonctions, elles sont enseignées comme presque des dogmes, sans toujours proposer d'exemples concrets, de réflexions cliniques sur le comment incarner une posture humaine et contenante et professionnelle, et le pourquoi on nous donne ces injonctions-là pour remplir la condition de professionnel déontologique éthique. Pourtant, de nombreuses approches, alors dites contemporaines, mais qui sont déjà là depuis un moment, en fait, au niveau historique, notamment l'approche humaniste, l'approche systémique, tout ce que maintenant on appelle intégrative, mais qui est un petit peu flou dans l'appellation. Là, de manière beaucoup plus récente, l'approche qu'on appelle PGRO, psychothérapie gestaltiste des relations d'objets, à laquelle je me suis formée et que je considère que c'est une de mes plus grosses bases théoriques maintenant, mais qui recense en fait la psychologie humaniste gestalt, la psychanalyse plutôt britannique et les neurosciences affectives, c'est vraiment ce triptyque-là, la PGRO. Mais quoi qu'il en soit, de nombreuses approches revalorisent la qualité de la présence du thérapeute, son engagement émotionnel, sa capacité à être là, tout simplement, déjà avant même de se demander c'est quoi les techniques, c'est quoi les outils, c'est quoi la maîtrise théorique, etc. Qui sont aussi très importants pour que la thérapie se déroule de manière optimale. Et ce que je veux dire, c'est que c'est cette posture qui peut alors ensuite se mettre au service du processus thérapeutique, mais pas l'inverse. Et souvent, on fait l'inverse. On pense l'inverse. Finalement, ce qui était censé protéger le cadre devient parfois ce qui empêche la relation thérapeutique de respirer, de s'étendre et finalement de prendre suffisamment de poids pour pouvoir générer de la réparation, ce qui est recherché en thérapie. Et en fait, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que cette posture distante, elle entre en conflit bien souvent avec les besoins actuels des patients. Les gens sont souvent en quête de lien, de sens, d'authenticité, en tout cas c'est des choses qu'on retrouve en thérapie. Les gens sont souvent seuls aussi dans leur quotidien, dans leurs relations, parfois même dans leur propre famille, et quand je dis seul, je parle pas d'isolement. On peut être vraiment très entouré, mais se sentir seul avec soi-même, avec ses problématiques, avec ses conflits intérieurs, par manque de compétences sociales peut-être, par manque de communication, par manque d'authenticité dans les relations. Et s'ils viennent en thérapie, c'est souvent parce qu'ils ont manqué aussi de tout ça. Peut-être qu'ils ont manqué de sécurité affective, de chaleur, de réciprocité, dans des liens qu'on pourrait dire primaires dans le sens le plus pur possible. Encore une fois, ce n'est jamais pur à 100%, mais dans des liens vraiment de meilleure qualité, j'ai envie de dire. Et s'ils arrivent dans un cabinet avec toujours une ambivalence, parce que doute, parce qu'on connaît pas, parce qu'on sait pas à qui on va parler, mais qui peuvent éventuellement être prêts à faire confiance, mais qui tombent sur un professionnel qui reste neutre, parfois même silencieux, qui s'engage pas émotionnellement ou pas suffisamment, qui regarde à peine. J'ai vu passer un short comme ça sur Instagram, c'était une humoriste, mais je trouvais que ça reflétait quand même la réalité de certains thérapeutes qui continuent à fonctionner comme ça, qui sont rivés sur leurs notes, et pendant toute la séance, le patient n'a quasi pas de contact visuel avec son psy, parce que le psy gratte, s'arrête pour poser une question, regratte, et c'est d'une froideur au niveau du lien. Il peut rien se passer là-dedans. Ça puis ça fait très médical, ça fait très je vous pose toutes mes questions d'interrogation, et ça malheureusement c'est aussi des choses qu'on entend en études, avec il faut faire l'anamnèse, ça on entend parler, mais alors en veux-tu en voilà pendant les études de psychologie, l'anamnèse c'est très important. Et moi j'ai envie de dire en psychothérapie, c'est pas qu'on s'en fout, mais de toute façon elle va se faire spontanément, donc on n'a pas besoin de faire un espèce d'interrogatoire un peu anxiogène pour certains patients, parfois c'est rassurant pour d'autres, mais c'est intéressant de voir que ça peut être anxiogène pour eux de devoir parler d'eux sans trame, mais ça s'accompagne aussi, bien évidemment, on les laisse pas dans l'angoisse la plus totale la première fois qu'on les voit.
Mais en tout cas, si dans ce contexte-là du patient, il tombe sur un psy qui reste très distant finalement, qui sourit pas beaucoup, qui n'essaie pas de créer un minimum de complicité, même dès la première fois avec son patient, bah forcément, ça peut ne pas permettre une alliance thérapeutique, ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, c'est juste une confiance de travail qui va permettre le travail de se mettre en place. Ça peut même réactiver parfois des blessures chez le patient, l'ignorance, l'abandon, le rejet, la honte, l'humiliation, tout ce qu'on veut. Même si c'est pas le cas et l'intention du thérapeute, c'est quand même ça qui peut se passer. Et du coup, la relation thérapeutique, elle aurait pu être une expérience réparatrice, mais elle devient au contraire une reproduction du passé. Alors ça, pour le coup, la reproduction, la répétition, elle va se passer dans la thérapie. Mais l'idée, c'est pas qu'elle prenne toute la place, et c'est pas qu'elle ne soit pas visible, ou en tout cas détectable déjà par le thérapeute, et qu'ensuite on puisse en parler avec notre patient. Alors, bien sûr, je dis pas qu'on doit jouer un rôle ou forcer une proximité, ça n'aurait aucun sens non plus parce qu'on n'est pas du tout dans de la congruence, ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire est-ce que le thérapeute est cohérent et authentique par rapport à ce qu'il vit à l'intérieur et ce qu'il montre au patient. Si on joue un rôle de je suis super friendly alors qu'en fait je n'ai pas du tout envie, je suis très mal à l'aise, mais on m'a dit que je devais faire ça alors je le fais, c'est pareil, en fait c'est une injonction et c'est pas intéressant, ça va pas être thérapeutique. Là tout ce que je vous partage c'est pour que vous puissiez vous demander, réactiver peut-être, ou activer tout court, des réflexions sur, tiens, comment moi je me sens? Est-ce que je me sens à l'aise, tranquille, proche, distante de mes patients? Pourquoi? À quoi ça sert pour mes patients et pour moi? Peut-être que pour moi, à certains moments. Et c'est pas forcément négatif, ça va dépendre des patients, ça c'est des choses dont on peut parler en supervision pour le coup, pour avoir des retours structurants aussi par rapport à chaque cas particulier. Mais par contre, je crois que on peut profondément être humain, incarné, authentique, tout en restant professionnel. Mon propos, c'est vraiment de dire que les deux ne sont pas contradictoires et ne s'opposent pas. Ce n'est pas impossible d'être les deux, d'incarner les deux, d'être professionnel et humain, authentique, chaleureux. Et en plus, ça change vraiment toute la manière dont on va accompagner le patient et dont on va pouvoir proposer une réparation. Ce qui est négatif avec cette posture de distanciation, c'est que du côté du thérapeute, ça va créer peut-être un sentiment d'inadéquation quand il ressent ou quand il ressentira le besoin ou l'envie d'être spontané, chaleureux, et en fait ça crée une dissonance. Même si elle est discrète, cette dissonance, elle va pas échapper à la relation thérapeutique, ça aura forcément un impact sur le patient, consciemment ou non. Finalement, ça va aussi pouvoir générer des peurs chez le thérapeute, peur constante de mal faire. Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai pas assez parlé? Est-ce que j'ai trop montré? Est-ce que j'ai pas assez montré? Est-ce que je suis bien professionnelle? Est-ce que je suis pas assez professionnelle? Est-ce que je vais être raillée, incompris ou rejetée par mes pairs? Ce qu'on sait moins et ce qu'on conscientise moins, c'est que cette posture un peu distante, elle peut générer une perte de sens ou une remise en question ou des remises en question massives à force de réprimer notre humanité, notre spontanéité, qui on est dans l'exercice de notre métier, et de pas comprendre pourquoi les thérapies semblent parfois patiner, que les patients partent ou ne s'engagent pas davantage. Mais le patient, il s'engagera pas si le thérapeute ne s'engage pas non plus pleinement. A contrario, de se laisser vivre, parfois contaminé par le patient. Moi, je considère que c'est des choses qui sont hyper importantes, et d'ailleurs, ça fait partie des facteurs d'efficacité des thérapeutes, quand ça peut exister. Mais il faut pas oublier que ça amène aussi son lot de contraintes qu'il faut anticiper, comme par exemple la fatigue émotionnelle ou ce qu'on peut appeler la fatigue de compassion. Donc là, il faut vraiment savoir prendre soin de soi en tant que thérapeute, parce que ça permet de conserver cet équilibre, de pouvoir tenir aussi la distance dans notre carrière. Et pour tous ces questionnements, je t'invite à découvrir le thème de la semaine précédente, donc retrouve la vidéo de la semaine précédente si tu veux aussi aller voir sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Il y a d'autres posts avec d'autres choses qui traitent du même thème la semaine dernière, et bien évidemment si tu veux approfondir le thème de cette semaine, et bien idem, je te propose de retrouver le Jardin du Psy sur Instagram, Facebook, LinkedIn, où tu veux, pour voir les publications de la semaine. Une dernière chose quand même qui est problématique chez le thérapeute avec cette posture de distanciation, c'est que ça risque de rigidifier sa posture. Et rigidifier, on peut même dire standardifier, un peu protocoliser sa posture. Pas ses techniques, pas ses outils, sa posture. C'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes réactions, il va tendre vers les mêmes réactions avec tous les patients. Alors, on pourrait dire que c'est une marque de cohérence, c'est-à-dire qu'il est cohérent avec tous ses patients et il fait pas du favoritisme. Mais l'idée, c'est pas de faire du favoritisme. Ça n'a jamais été de faire du favoritisme. Par contre, c'est de s'adapter. Et on va en reparler un petit peu plus tard. S'adapter
aux patients qu'on a en face, aux problématiques, aux processus thérapeutiques, aux besoins sous-jacents qu'on peut capter dans la thérapie et dont on va avoir besoin de parler en plus avec le patient. Donc c'est pas juste le thérapeute qui décide tout seul s'il faut tutoyer, s'il faut vouvoyer, s'il faut faire un câlin ou pas. Ça, ce serait effectivement abusif que le thérapeute décide de ça tout seul, sans concertation et sans réflexion avec le patient. Chez le patient, les conséquences, elles sont pas folles non plus, d'une posture un peu distante, un peu cette neutralité bienveillante poussée à l'extrême, mais on y glisse très vite, hein, quand on sait pas la définir, on sait pas l'incarner, et souvent c'est le cas, parce qu'on nous donne pas beaucoup d'outils pour le faire. Mais chez le patient, en fait, il va y avoir potentiellement une expérience d'un lien thérapeutique assez froid, assez distant, et finalement peu soutenant, ou pas suffisamment soutenant au niveau affectif. Ça va être du coup difficile d'explorer l'attachement, les blessures relationnelles, les schémas relationnels, les enjeux affectifs, les jeux relationnels, et encore plus les éventuels traumas petits ou grands qui parsèment l'histoire de vie, dans un espace qui offre pas suffisamment de chaleur. Parfois même, ça peut réactiver des vécus d'indifférence, de rejet, d'humiliation, de honte, de dévalorisation. Il peut y avoir aussi une confusion sur l'interprétation que le patient va faire de la neutralité du thérapeute. Le patient, il va pas forcément se dire « Oh, c'est bien, il est neutre, du coup il est professionnel. Je peux lui faire confiance. » Non, des fois, le patient, et c'est même plus souvent ce cas-là, ce cas de figure-là, des fois le patient, il va vivre le silence, la neutralité, l'absence de prise de position, entre guillemets, du thérapeute, comme une validation implicite de ce qu'il est en train de dire. Et s'il est en train de parler d'un schéma relationnel dysfonctionnel, par exemple, ça peut être embêtant. Un patient qui parle, je sais pas, de violence qu'il fait subir ou qu'il subit, consciemment ou non, dans une de ses relations, si le thérapeute il reste neutre, parce qu'il ose pas se mouiller, ou qu'il s'interdit de dire ce qu'il traverse émotionnellement, rationnellement, théoriquement, etc. Alors le patient, il pourrait voir ça comme c'est ok, ça a pas créé de réaction de rejet, de négation ou de correction entre guillemets de la part de mon thérapeute qui est censé être un expert des relations. S'il y avait quelque chose de pas normal ou de pas bon pour moi, il me l'aurait dit. Donc s'il le dit pas, c'est que c'est bon. Ça doit se passer comme ça. Et du coup, ça peut même solidifier, ça peut même confirmer le schéma relationnel dysfonctionnel du patient. Ce qui est assez embêtant puisqu'en général on cherche l'inverse. Si c'est dysfonctionnel, on va pas chercher à le rigidifier, à le cristalliser. Alors là j'ai dit que le thérapeute pouvait se mouiller, je sous-entendais que le thérapeute pouvait se mouiller, oui, mais pas n'importe comment non plus. On en parle un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc là, j'ai parlé de l'impact négatif, on va dire, sur la posture du thérapeute, sur l'expérience, le vécu du patient, mais il y a aussi des choses qui peuvent être embêtantes dans la dynamique relationnelle. Il peut y avoir un manque de congruence, on en a déjà un petit peu parlé, parce que finalement, ce que le thérapeute pense, ressent, montre et fait sont parfois déconnectés. Ça n'est pas cohérent. Et le patient, il va pas avoir assez d'accroche fiable s'il y a un manque de cohérence dans la relation, pour que finalement chacun puisse se sentir authentique et aller explorer la vulnérabilité du patient. On n'explore pas la vulnérabilité s'il n'y a pas suffisamment de sécurité. Ça peut se traduire par une difficulté pour les patients, par exemple, à se sentir en sécurité dans le lien, à faire confiance. Et concrètement, le patient, il va pouvoir éventuellement se montrer hésitant à aborder certains sujets, il va peut-être rester en retrait des propositions thérapeutiques, s'il est un petit peu suradapté, il va essayer de le faire, mais ça va pas fonctionner, il va pas vraiment s'engager dedans, voire il va trouver des façons, souvent inconscientes, mais d'invalider les propositions thérapeutiques parce que ça a pas marché, parce que je sais pas quoi, peu importe. Des fois ça marche vraiment pas, mais là je vous parle de cette configuration où finalement ce serait pas l'outil qui serait problématique, mais c'est tout le reste, c'est la relation thérapeutique avec tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Le thérapeute, parfois, il va même pouvoir interpréter ça comme des résistances venant du patient. Parfois oui, mais parfois c'est plus complexe que juste le système de défense du patient qui s'active. Et c'est un petit peu facile parfois de dire que oui, mais c'est de la faute entre guillemets du patient si le truc fonctionne pas parce que il est résistant, parce qu'il est pas prêt à travailler. Ça arrive encore une fois, mais il faut s'en assurer. Et est-ce qu'on a les outils pour s'en assurer? Est-ce qu'on a les indices, les repères en tête pour se dire mais il se passe quoi là? Est-ce que moi en tant que thérapeute je loupe un truc qui fait que je n'arrive pas à emporter finalement mon patient dans la vibes thérapie,
dans le processus thérapeutique, dans l'envie de s'engager réellement dedans, ou est-ce que je fais tout ça, mais pour autant, le patient ne bouge pas. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui font que ça bouge pas? Dans ce cas-là, on va travailler effectivement les résistances, avant de se demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sinon ça va servir à rien. Mais bref, le point là, c'est que le patient, il va finir par partir s'il peut pas goûter à l'expérience thérapeutique complète. Et ça, c'est pas forcément en lien avec le fait que les patients ne souhaitent pas faire une thérapie longue, par exemple, à première vue, quand ils viennent la première fois, parce que finalement, beaucoup de patients se projettent dans un travail plutôt court, soit par peur du travail long, parfois par méconnaissance aussi, hein, avec les clichés de la psychanalyse, qui coûtent cher, qui durent longtemps, qui résout pas grand-chose, avec aussi toute la valorisation des thérapies brèves en ce moment, avec les TCC ou d'autres thérapies brèves, qui sont souvent valorisées dans les études scientifiques sans forcément que les arguments réels de validation soient très solides. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre thématique, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de ce thème-là ou d'autres thèmes. Mais finalement, pour les patients, leur faire goûter à toutes ces dimensions, toutes les possibilités du processus thérapeutique, c'est pas les embrigader dans une thérapie forcée, mais c'est justement leur laisser le choix libre et éclairé, parce qu'ils ont besoin de savoir ce que c'est pour vraiment décider s'ils veulent ou pas, et ensuite, ils décident ce qu'ils veulent faire. Certains arrêteront, certains décideront de continuer malgré le fait qu'ils, finalement, ils n'avaient pas anticipé ça à la base. Et puis dernier point, il y a un risque au niveau de l'alliance thérapeutique qu'elle reste un peu fragile, qu'elle reste de surface, qu'elle soit trop intellectualisée parfois. Et donc souvent les problématiques, dans ces cas-là, elles sont abordées de manière très rationalisée, très intellectualisée, et il n'y a pas grand-chose de nouveau pour le patient qui peut vraiment s'expérimenter, du coup, et qui du coup ne peut pas s'intégrer non plus. Parce que les choses qui ne sont pas expérimentées ne sont que pensées, envisagées, c'est déjà bien, on en a besoin en soi, c'est pas une étape qu'il faut enlever, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que l'humain qui résiste, l'humain de manière générale, hein, résiste un peu au changement, à l'inconnu, ça fait peur. Si on lui fait pas un petit peu expérimenter le truc, il n'y a pas trop de raisons que ça change. Des fois ça arrive, mais c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et bien évidemment, si on peut expérimenter des choses nouvelles au sein du lien thérapeutique, allons-y. C'est du pain béni pour le changement du patient. Hein. Bon, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on parle souvent du cadre, de la méthode, des outils, des techniques. C'est très à la mode en ce moment. Hein. Il y a une surspécialisation des thérapies. Si on n'a pas une spécificité, si on n'est pas expert dans telle problématique, tel profil de patient, telle technique, etc., on est considéré comme un psy un peu de bas étage, qui a pas beaucoup de compétences, alors qu'on se trompe totalement sur les réels facteurs d'efficacité des thérapies et des thérapeutes. Et le pire, c'est qu'on le sait maintenant. On le sait au niveau scientifique, pour le coup. Il y a beaucoup d'études qui montrent, et il y a beaucoup de professionnels aussi qui savent ça et qui revendiquent que l'un des plus puissants leviers thérapeutiques, si on devait en garder qu'un seul, c'est celui-là parce qu'il fait déjà un job énorme, c'est le lien. Le lien vrai, le lien authentique, celui qui passe justement par la présence, la chaleur, la capacité à être touché symboliquement ou physiquement dans les règles éthiques et déontologiques bien sûr par l'autre, dans cet espace de réparation. Peu importe les techniques utilisées. Les techniques et les théories ne sont pas importantes. Elles sont importantes pour la construction du thérapeute, mais pas pour le patient. Mais ça, on pourra en parler dans une autre thématique. Il y a aussi beaucoup de patients qui savent pas toujours consciemment qu'ils ont des besoins affectifs. Alors, il y en a qui savent qu'ils ont des besoins, mais qui savent pas forcément cibler les vrais besoins, entre guillemets. Les besoins, ils sont, ça peut même être tout un travail, c'est même tout un axe thérapeutique de se reconnecter à ses besoins, d'identifier ses besoins et ensuite de les exprimer, d'essayer de trouver des voies de satisfaction. Il y a aussi des patients qui pensent que ces besoins-là les rendent vulnérables, fragiles, faibles, trop quelque chose, trop gênant, etc. Bon, ça, on pourrait éventuellement le travailler avec le patient comme des croyances limitantes, mais ce que je veux dire, c'est que si on n'accueille pas en tant que thérapeute ces patients-là dans un espace thérapeutique suffisamment incarné, suffisamment chaleureux, suffisamment humain, qui du coup valorise et valide tous ces besoins, bah finalement ces besoins ils vont rester dans l'ombre. Le patient il va même pas réussir à les amener en thérapie, et quand le thérapeute va peut-être essayer de manière peut-être un peu intellectualisée, bah le patient il va pas trop s'en saisir ou pas assez, de manière émotionnelle, on va dire.
Et tout ça, ça va continuer à un petit peu saboter l'alliance thérapeutique, à empêcher la confiance et à alimenter les schémas des patients qui vont du coup se répéter. Donc la thérapie va patiner et après le patient il va finir par partir, éventuellement. Voilà, c'est un petit peu le tableau noir, hein, mais bien évidemment il y a plein de complexités là-dedans. Alors que un thérapeute qui peut accueillir ses besoins, qui peut s'intéresser à ses besoins, même si le patient ne les conscientise pas très bien, qui peut valider et voire valoriser ses besoins, même si on n'a pas encore défini le contour. Donc bien évidemment qui ne va pas nier les besoins, qui va pas s'échiner à suivre des objectifs très précis, très mesurables, ça c'est encore très à la mode, des objectifs mesurables. Moi j'adore que ce soit efficace, la thérapie. C'est un impondérable pour moi que ce soit efficace, mais je sais pertinemment, et c'est pas que empirique, hein, je sais pertinemment qu'il y a des séances qui vont pas être aussi efficaces que d'autres, et que ça a un sens en plus dans le processus thérapeutique, ça ne sert pas à rien. Mais si on sait pas ça, en fait, on se met dans un truc de chaque séance doit avoir un effet waouh chez le patient. C'est impossible. Tout le monde est mis en échec là-dedans. Et quand on s'aligne sur d'autres choses, c'est là que la magie de la thérapie opère. C'est là qu'un patient peut peut-être pour la première fois expérimenter une relation dans laquelle il se sent vu, compris, respecté, soutenu. Ça, c'est bien, ça va pas être suffisant, mais c'est déjà énorme. Et ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas une faille dans le cadre, c'est uniquement le processus thérapeutique qui fait son job et qu'on structure en fait en tant que thérapeute. Alors concrètement, la posture chaleureuse, elle peut passer par quoi? Par se montrer complice, doux, attentif dans des moments clés. Ça peut être du tutoiement plutôt que du vouvoiement, selon les patients. Ça peut être s'autoriser en tant que thérapeute à rire avec son patient, peut-être même pourquoi pas avoir un fou rire, moi ça m'est déjà arrivé. Et c'est quelque chose qui est très fort au niveau de la relation qu'on vit avec le patient. Ça crée d'ailleurs beaucoup d'alliances thérapeutiques. Après, bien évidemment, il faut pas faire tout comme un robot. Il faut pas qu'en tant que thérapeute, on se dise allez, là, je vais créer un fou rire parce que ça va faire de l'alliance thérapeutique, alors que humainement, vous avez pas envie de rire. Ça, ce serait très bizarre. Peut-être que ce sera les intelligences artificielles qui feront ça plus tard. Mais là, on n'est pas à cette ère-là et on va rester sur de l'humain et de l'authenticité. Ça peut aussi passer par du contact corporel, alors bien évidemment en mettant toutes les précautions, donc ça peut aller de la poignée de main à un geste rassurant, même pendant la séance, ça peut être une accolade pour dire bonjour, pour dire au revoir. Moi ce genre de choses, je le fais avec certains de mes patients, comme je disais en introduction, mais je le fais pas de manière aussi systématique que ce que j'ai pu expérimenter en tant que patiente. Pas que je sois pas d'accord avec ça, mais je fais aussi en fonction de moi, de ma personnalité à moi, et pour mon expérience à moi en tant que thérapeute et en tant que Agathe, personne humaine, je sais que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire une accolade pour dire bonjour, pour dire au revoir. Donc en gros deux accolades par heure si je vois plusieurs patients dans la journée, ce serait trop pour moi. Je n'arriverai plus à être disponible, à être suffisamment tranquille dans mon corps. Un câlin, faut pas oublier que c'est quand même un contact corporel intime, même si c'est pas sexuel, ça reste intime. Ça donne de l'énergie, ça prend aussi de l'énergie. En fait, je n'ai pas envie de faire des câlins à mes patients si je suis pas pleinement là. Et je sais que j'arriverai pas à être pleinement là si je dois faire 2 câlins par heure par patient. Donc moi, personnellement, j'ai pris ce choix de proposer ce genre de choses quand c'est signifiant, quand je sens qu'il y a un élan, quand je sens qu'il y a un sens. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec parfois les mêmes patients, parfois il y a un patient où on a fait ça une fois et c'était signifiant, d'autres on l'a fait plusieurs fois, d'autres c'est parfois les patients qui me demandent, mais voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a besoin chacun, individuellement, en tant que thérapeute, de faire ce travail de réflexion de qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Si vous vivez un truc uniquement parce que vous pensez que c'est bon pour le patient, ça va pas être bon. Mais de la même manière que si vous restez distant parce que vous pensez que c'est meilleur pour le patient, c'est pas bon si ça vous parle pas. Alors évidemment, si cette posture chaleureuse elle est si précieuse au niveau thérapeutique, pourquoi on ne la voit pas plus souvent? Souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup de peur derrière, ou en tout cas c'est mon ressenti, c'est mon analyse, on va dire, de toutes les supervisées que j'ai eues, des accompagnements des thérapeutes que j'ai pu faire, des stagiaires aussi que j'ai pu recevoir dans ma profession. Et en vrai, c'est complètement légitime et cohérent en soi qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs.
surtout quand on entend pendant 5 ans d'études de psychologie des choses qui vont à l'encontre de cette authenticité-là, de cette chaleur-là, de cette proximité parfois là. Je parle bien de proximité, hein, pas de promiscuité. C'est très différent. Alors du coup, il y a tout un tas de peurs. Il y a la peur de trop en faire, de devenir envahissant, de perdre en crédibilité. Il y a la peur d'être perçu comme non professionnel, ou même de déraper vers des choses inappropriées, comme la promiscuité par exemple. Bien sûr, il y a la peur que le patient devienne dépendant. Il y a aussi la peur de tomber en disgrâce de la profession, de ne plus être accepté, validé par les pairs si on s'éloigne du droit chemin des injonctions initialement reçues. Parfois, ces peurs, elles prennent le pas sur la réflexion, le libre arbitre du professionnel, qui en oublie ou qui s'interdit de réfléchir sur des notions aussi importantes que les buts thérapeutiques généraux, les facteurs d'efficacité des thérapies et des thérapeutes, qui sont deux choses distinctes. Souvent, les professionnels, ils s'intéressent aux études et aux connaissances là-dessus, sur ces facteurs-là d'efficacité. Mais je trouve que, encore trop souvent, ils s'arrêtent là. Ils ne les digèrent pas, ils ne les questionnent pas, ou pas suffisamment, aux lumières des injonctions et du cadre déjà validé en eux. Ils osent pas toujours faire le travail de déconstruction de certaines normes professionnelles pour voir ce que ça pourrait donner en faisant autrement. Je dis pas faire des passages à l'acte pour tester et expérimenter en mode nos patients ce sont nos cobayes. Non. C'est faire le job en interne déjà. En interne, en supervision, éventuellement en formation, si ça s'y prête, de ce que ça pourrait devenir la vision de la psychothérapie, comment on pratique notre profession autrement qu'avec ces injonctions initiales. Autre peur aussi qui peut revenir là-dedans, c'est la peur de fragiliser la déontologie et l'éthique. C'est des mots qui sont souvent employés sans vraiment qu'on sache comment les définir. Si on a peur de fragiliser ça, on touche à rien. Donc on reste dans les injonctions qu'on a reçues à la base. En même temps, c'est difficile de faire bouger les choses si on ne sait pas ce qui fait déontologie et éthique, ou ce qui ne fait pas déontologie et éthique. Et dans ce cas de figure, on pourrait même dire dans cette ignorance, il est tout naturel que l'on reste au plus près de ce qu'on nous a pointé du doigt comme étant déontologique et éthique, parce que comme ça, on est sûr de pas se tromper. Autrement, on saurait pas forcément expliquer pourquoi c'est quand même déontologique et comment on s'en assure, y compris avec notre patient, parce que pour ça, il faut maîtriser suffisamment les enjeux, les processus thérapeutiques pour savoir exactement ce qu'on fait en temps réel. Et bien souvent, quand on sort d'école ou même plusieurs années après, si on n'a pas reçu, et moi je considère que j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours d'avoir connaissance comme ça de formations qui étaient des pépites pour tous ces enjeux-là. Après, je suis allée me nourrir aussi, bien évidemment, tout au long de mon parcours pour enrichir tout ça, mais souvent on nous donne pas, c'est à nous d'aller le chercher, cette matière de ok, c'est quoi vraiment le processus thérapeutique, c'est quoi vraiment les enjeux de la psychothérapie, comment on fait une psychothérapie, comment on sait quand on est dans la psychothérapie et qu'il y a de la réparation, est-ce qu'on sait quand on est dans de la répétition, de la reconnaissance ou de la réparation, comment on passe de l'un à l'autre, etc. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais pour revenir aux patients et à l'importance du lien et bien évidemment de la sécurité dans le lien, cette sécurité justement, ce n'est pas l'absence de contact, de spontanéité, de chaleur. La vraie sécurité, c'est la clarté, la fiabilité, la cohérence, la continuité. Et en fait, c'est ce qu'on peut rapprocher de la notion de congruence, qui était vraiment une notion théorique fondamentale en psychologie humaniste. Psychologie humaniste qui est souvent la délaissée des universités et des parcours d'études en psychologie, quand même. Faut le conceptualiser, quoi. Souvent, on sort d'études, on a entendu parler de la psychanalyse, on a entendu parler des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, mais alors la psychologie humaniste, si on a un peu de chance, on a eu un cours là-dessus, un petit cours d'analyse transactionnelle, et encore des fois l'analyse transactionnelle elle est faite sur un versant plus entreprise que psychothérapeutique, alors que c'est vraiment une approche merveilleuse au niveau de la grille théorique en tout cas. Mais du coup la congruence, des fois on n'en entend même pas parler pendant 5 ans, on sait pas ce que c'est alors que c'est un des piliers de ce qui va créer du thérapeutique chez notre patient. Finalement, c'est savoir aussi pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est être sûr que ce qu'on fait est en alignement avec ce qu'on sent en tant que thérapeute. Et c'est pas toujours évident. C'est pour pouvoir aussi nommer les choses, les encadrer, les expliquer aux patients, à soi et aux pairs. Même les pairs qui ne seront pas d'accord avant même d'entendre le raisonnement sous-jacent. Quand on a un cadre solide, qu'on est capable de se questionner en continu, qu'on sait pourquoi on propose une certaine attitude, une certaine posture,
alors on peut se permettre beaucoup plus de liberté dans la relation, parce que c'est une liberté qui va respecter les enjeux déontologiques et éthiques. Et cette liberté, elle permet des expériences thérapeutiques qui marquent profondément le patient et qui créent beaucoup de réparation. Alors, comment on fait concrètement pour incarner cette posture humaine, chaleureuse, complice, sans sortir du cadre professionnel, déontologique, éthique? Pour moi, ça commence par une chose, l'intention. Checker nos intentions. Est-ce que ce que je fais est au service du patient, de son cheminement, de ses besoins profonds, ou est-ce que je réponds à un besoin qui m'appartient, de me rassurer, d'être aimé, de sauver l'autre, etc. Ensuite, il y a la question de l'adaptation. Est-ce que je suis capable de moduler ma posture en fonction du patient que j'ai en face? Est-ce que je vous vois ou tutoie tout le monde pareil? Est-ce que j'offre la même dose de contact, d'humour, de chaleur à tous? Est-ce que je suis en mesure de réfléchir à ce qui est ajusté, à ce qui sert le processus thérapeutique? Et encore une fois, là, on n'est pas dans une logique de il faut être pareil avec tout le monde, même si dans certains cas de figure, c'est important de garder ça en tête, de rester cohérent et de ne pas effectivement glisser dans je fais du favoritisme, pas parce que là on va le payer cher en tant que thérapeute. Et ça c'est d'autres choses, encore c'est une autre thématique, si vous voulez en commentaire n'hésitez pas à laisser vos idées, vos envies. Encore une fois l'idée c'est pas de faire du favoritisme, hein, c'est très très différent, mais c'est d'être adapté. Par exemple j'ai refusé avec un patient malgré les demandes parfois insistantes de ce patient, j'ai refusé de le tutoyer parce que son transfert était déjà massif sur moi et j'ai considéré qu'il avait besoin d'être un minimum contenu. D'ailleurs, à l'époque, j'en avais aussi parlé à mon superviseur parce que c'était une situation qui était assez intense. Tout ça là, c'était des choses qu'on a pu expliciter ensemble avec mon patient pour que cette décision ne soit pas une punition, mais un levier thérapeutique. Comment sentir le lien malgré une distance sociale qui est marquée par le vous? Comment respecter l'altérité avec les besoins de l'autre. Donc l'autre ici c'était moi, il s'agissait de mon besoin aussi de ne pas être totalement envahi par lui, chose qui a aussi pu se dire avec beaucoup de précautions verbales, de bienveillance bien évidemment, parce que c'est des choses qui sont délicates à expliciter, mais c'était des enjeux, des situations qu'il retrouvait à l'extérieur, il n'y avait pas que moi qui était envahi. Et donc l'idée c'était d'expérimenter aussi quelque chose d'autre au sein de la thérapie. Donc ça avait tout son sens. Pour m'assurer aussi de mon alignement thérapeutique de manière générale, je me rapproche toujours, comme dans l'exemple d'ailleurs dont on vient de parler, de la notion de transparence. Si je ris avec un patient, si je lui tends la main, si je m'autorise une attitude plus affective, est-ce que je peux le nommer, le retravailler avec lui ensuite, si besoin? Est-ce que je me demande ce que cela a produit chez lui, ce que ça a produit chez moi, ce que ça a produit dans la relation thérapeutique? Qu'est-ce que ça veut dire de ces enjeux? Est-ce que je peux l'utiliser comme matériel thérapeutique? Est-ce que ça vient bouger un axe thérapeutique dans la stratégie thérapeutique de cette thérapie? Il y a beaucoup de thérapies. La PGRO justement, donc la psychothérapie gestaltiste des relations d'objets dont je vous parlais en début de vidéo, met beaucoup en lumière, en avant, la notion de transparence justement du thérapeute. Moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi quand j'ai découvert la PGRO. Et pour cette approche, ça en devient même un devoir de la part du professionnel que de rendre accessible ce qui se passe pour lui, comment la relation l'impacte, quelle hypothèse de travail le traverse. Donc il n'y a pas que les hypothèses de travail, les interventions thérapeutiques dont on nous parle en études de psychologie, mais il y a aussi tout ce qui est plus de l'ordre de la compétence affective. Et ça permet vraiment, je trouve, une vraie collaboration. Le patient, il comprend qu'on cherche avec lui, pas uniquement pour lui ou à sa place. Donc il n'y a pas de risque de dépendance dans ces cas-là, parce que, en fait, à vrai dire, les cas de dépendance, ils arrivent bien plus souvent avec des thérapeutes distants, froids ou bienveillants, mais qui ne partagent pas leur chemin de pensée, par exemple, ou leurs affects, pour permettre aux patients, si c'est un chemin de pensée, de bifurquer là où ils veulent, de se saisir du raisonnement pour se l'approprier ou l'infirmer, etc. Et finalement, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les postures de gourou, hein, quand même. Le côté très mystère, qui a la connaissance, qui détient le savoir, qui délivre au compte-gouttes, une espèce de posture hiérarchique, une distance, qui entretient la fascination. Donc j'ai envie de dire, c'est une raison de plus pour arrêter de tenter de rester neutre totalement en tant que thérapeute, professionnellement froid quand on peut être professionnel et chaleureux. Et c'est ça pour moi la posture qui va se rapprocher de l'éthique et de la déontologie la plus pure. C'est pas l'absence de mouvement, c'est un mouvement réfléchi, ajusté, adaptable aussi au service de l'autre.
Je crois profondément qu'on a besoin de rouvrir ces espaces de réflexion, que notre métier, il évolue, que les patients évoluent, que notre posture aussi mérite d'évoluer. Être thérapeute, c'est pas jouer un rôle de neutralité froide, c'est pas non plus jouer un rôle de chaleur excessive, c'est être le plus présent, le plus disponible possible, avec ce qu'on est, notre sensibilité, nos particularités aussi en tant que thérapeute. Deux thérapeutes vont pas être pareils et c'est très bien comme ça. Avec notre chaleur, avec notre capacité à créer du lien. Et ça s'entraîne. Ce n'est pas inné, ce n'est pas intuitif. C'est pas parce qu'on est psy qu'on a forcément ces capacités-là. Ça fait partie des compétences, et notamment ça fait partie de la compétence affective. Parmi les 3 compétences thérapeutiques qui sont la compétence réflexive, la compétence interactive et la compétence affective. Cette posture-là, ça veut pas non plus dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire faire que ce qu'on capte au niveau intuitif. Ça ne veut pas dire réagir aux éléments qui nous traversent. Ça veut dire faire avec conscience, avec justesse, avec recul, mais pas avec distance. Le recul interne du thérapeute. En fait, en séance, on a toujours 2 ou 3 niveaux de réflexion en même temps, qui peuvent correspondre d'ailleurs aux compétences, compétences interactives, réflexives, affectives. Mais si on n'a pas cette double tâche, triple tâche cognitive pendant les séances, on risque de glisser sur moi j'ai l'intuition qu'il faut aller lui faire un câlin, donc j'y vais. Ça c'est pas terrible non plus, parce que du coup on sait pas. On sait pas pourquoi ce serait intéressant. Qu'est-ce qui, chez le patient, nous appelle à faire ça? Comment on peut mettre du sens là-dessus? Est-ce que le patient, on est sûr qu'il est OK, ou en fait on est en train de capter une autre part de notre patient qui, elle, serait OK, mais le patient ne l'est pas. Et c'est intéressant de voir ça. Donc, l'idée c'est pas de réagir, c'est quand même de réfléchir, mais de réfléchir à des niveaux qui prennent en compte ces éléments-là, de qualité de présence, de facteurs d'efficacité des thérapeutes aussi. Donc, si tu te reconnais dans cette posture, si tu as envie d'aller vers cette posture, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, d'explorer ces dimensions dans ta pratique, je t'invite à découvrir la formation Psychothérapie, comprendre, ressentir, agir, parce que dedans, il y a tout un module, alors déjà toute la formation est un petit peu quand même dédiée à cette question de posture, mais j'y consacre aussi tout un module entier à la question du lien thérapeutique, des autorisations du thérapeute, du positionnement du psy, de la mise au service de notre humanité, notre posture humaine dans le processus thérapeutique, et je parle aussi à un module qui concerne vraiment le prendre soin de soi en tant que thérapeute qu'on a pu évoquer, et qui fait d'ailleurs écho à la thématique de la semaine dernière. Donc si tu veux retourner aussi voir tout ça, eh bien n'hésite pas. Et si tu veux partager ce que ça t'évoque, ce que ça remue chez toi, ou ce que ça te rappelle aussi des moments comme ça un peu suspendus qu'on peut vivre avec nos patients qui sont vraiment précieux dans ta pratique, n'hésite pas. Vraiment, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, à t'abonner, à partager cette vidéo pour qu'on s'enrichisse de pratiques et de points de vue divers. Ça me permet aussi de soutenir la chaîne, ça me permet de continuer à te proposer des contenus, et n'hésite pas non plus à me partager si tu as des envies de thèmes, parce que c'est toujours plus appréciable pour moi de savoir que ce dont je parle te parle aussi, finalement. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. À bientôt!